Alors, bonjour et bienvenue à cette discussion, à ce talk autour, d'une approche et d'une initiative, pour lancer des API. Donc, elle s'appelle From Zero to Many suite à une discussion que j'avais eue avec Mehdi Medjaoui justement sur ce sujet-là et en fait il avait lâché, un peu ce titre et du coup je l'ai repris. Donc merci pour le titre. Donc, je m'appelle Ibrahim Ndiaye, je suis actuellement architecte, dans le groupe RATP et donc j'ai mis mes coordonnées LinkedIn pour ceux qui veulent, avoir plus de détails sur ce que j'ai fait dans ma vie, mais globalement, j'ai 18 ans d'expérience, dans les systèmes d'information, dans différents secteurs et avec une posture, de consultant et une posture aussi en client interne. Donc, j'ai fait la moitié et j'ai aussi également travaillé chez des éditeurs de logiciels, donc ce qui m'a permis d'avoir un peu cette vision 360, sur les problématiques d'entreprise. Alors, je retiens encore à remercier l'organisation API Days, en fait, pour me permettre de m'exprimer sur un sujet que je trouve qui est, de moins en moins abordé et en fait, il est de moins en moins abordé pour une raison simple, c'est parce que, le marché des API, le marché de l'API management a atteint un tel niveau de maturité maintenant que finalement, on ne se pose plus vraiment de questions sur comment on se lance dans une initiative API, comment finalement on essaie de résoudre ce problème lié à, l'échange de données, la démocratisation des données et cetera. Et c'est drôle parce qu'il y a 5 ans, lorsque je suis venu faire, un Rex, à la Pay Days, donc sous l'égide de NJ, plutôt sous la bannière NJ, et bien, en fait, les sujets de prédilection, c'était vraiment comment on se lance, quels sont les guidelines, quelles sont les différentes, actions qu'on peut faire et lancer lorsqu'on veut justement rentrer dans, une initiative API. Donc aujourd'hui, on peut le croire, il y a encore des entreprises qui n'ont pas lancé d'initiative API et qui se demandent comment on peut le faire. Et oui, ça existe parce que je me disais, moi, normalement, on est arrivé justement à un niveau de marché où tout le monde, on est au niveau de la courbe là, Gartner, on est tout en haut, tout le monde commence à bien connaître, ces sujets-là. Mais il y a des entreprises qui ne sont pas lancées. Donc les décideurs vont aller voir un CIO, un CTO et puis aussi, les architectes d'entreprise et vont leur demander comment on se lance dans ce type d'aventure et une des premières réponses ou en tout cas les premières approches qu'on va avoir, ça va être une approche assez techno. C'est-à-dire, je vais choisir une brique, je vais choisir une technologie pour y aller et pour le faire. Mais seulement ça ne nous donne pas les guidelines, ça ne nous donne pas l'approche et les mindsets qu'on doit avoir. Il existe plein de patterns d'API. Il existe aussi des différents modèles de maturité. Par exemple, il y a le modèle en escalier, hem, qui a été en fait, plébiscité pas mal où en fait on commence par des API plutôt internes ou plutôt techniques. On évolue vers des API orientées business et ensuite des API orientées marché et ensuite des API orientées, écosystème et cetera. Donc ça, c'est un peu des constats de la maturité ou du modèle de maturité qu'on peut avoir. Mais par contre, il n'existe toujours pas de guideline pour se lancer ou en tout cas les approches, il y en a pas tant que ça. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler d'une approche ou en tout cas d'une façon différente et surtout du mindset. Moi, l'idée en fait que je veux que vous repartiez avec, c'est quel mindset en fait, dans quel mindset je me lance dans cette aventure. Alors, disclaimer d'abord, donc je ne ferai pas un talk technique, donc ce sera pas, en tout cas pas trop technique selon moi, je pense. C'est pas un Rex de la RATP, parce que je suis assez récent à la RATP, j'y suis depuis 6 mois à peu près et on est en fait au tout début justement. Nous, on est en train de réfléchir, donc il y a des API, mais on est en train de réfléchir à, se lancer dans une stratégie d'API d'entreprise. Ensuite, ce que je vais dire est pas hyper populaire chez les architectes d'entreprise traditionnels ou, les urbanistes, un peu à la française, et vous verrez pourquoi. Et ensuite, très important, c'est une approche parmi d'autres. Donc voilà, ayez une certaine ouverture. Je suis ouvert à la discussion, au débat, de toute façon, j'ai pas de problématique là-dessus. J'aime bien débattre sur ces sujets, je trouve ça super intéressant. Donc n'hésitez pas à soit poser des questions ou soit, venir me voir et puis on en discute. Et puis si ça vous parle, on pourra en discuter aussi par ailleurs. Donc j'ai structuré un peu cette présentation en 3 parties. Donc une première partie juste pour se rappeler, le pourquoi on en fait des API, pourquoi on fait tout ça finalement. Ensuite, on va un peu élaborer sur la démarche et on va se focuser pas mal sur les premières phases. Et puis ensuite, on fera un petit zoom sur un rôle clé qui est hyper important pour réussir cette transformation. Alors, sur le pourquoi.
Alors, d'abord, il est toujours important de se rappeler pourquoi on fait des choses. Pourquoi, on se lance dans ce type d'aventure? Pourquoi on se lance dans de la transformation avec de l'API? Et il y a plein de raisons et il y a plusieurs contextes différents. On va avoir des raisons très orientées vendeurs, hein, parce qu'on va avoir un commercial qui est hyper agressif. Il vous faites de l'API, on va avoir des boîtes de conseils qui vont nous conseiller d'y aller. On va avoir juste le buzz, hein, il y a certains DSI qui se disent, «Il faut qu'on y aille parce qu'on fait du cloud, on fait du DevOps, bah, on fait de l'API, voilà, on fait de la data aussi». Donc on a les quelques buzzwords et pour moi, finalement, je vais en retenir que 2. On va pas tous les évoquer. Je vais en retenir que 2 principales. La première pour moi, ça va être la circulation de la donnée. Il faut qu'on facilite la circulation de l'information au sein de notre système d'information. C'est un peu du basico-basique, c'est un peu du très simpliste, mais aujourd'hui encore, la majorité des projets qui échouent, c'est en partie à cause de l'intégration, en partie à cause de la façon dont on connecte les systèmes. Donc, grâce à l'API, grâce à cette démarche-là, finalement, c'est pas grâce juste à la techno, mais grâce à la démarche, en fait, on va se poser les questions de où se trouve l'information, comment je la mets à disposition, est-ce que j'expose mes back-ends historiques, est-ce que je crée des référentiels, est-ce que je crée des data hubs, comment je les mets à disposition, où est-ce que je mets les API, quel pattern d'API. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir une démarche API parce que ça nous aide à nous poser la question sur comment je mets à disposition l'information. Mais en tout cas, l'API va permettre de connecter des applications et des systèmes entre eux. Donc super intéressant, super important, ça aide à faciliter la circulation de l'information et à démocratiser l'utilisation de la donnée. Et le deuxième, c'est la vitesse. Lorsqu'on a bien organisé notre technologie, lorsqu'on a bien organisé nos systèmes, nos données, et lorsqu'on va bien exposer toutes les informations, on va pouvoir aller plus vite sur les projets. Là où avant, on disait qu'on mettait 9 à 12 mois pour faire un projet parce que l'intégration était compliquée, là, normalement, on est censé le faciliter et réduire le temps. On est censé améliorer le time to market. Et donc ça, le métier, il est super friand de ce genre de solution, de ce genre d'architecture. Avant de rentrer dans la démarche, je voulais partager avec vous, en fait, d'abord une approche qui a un peu inspiré cette démarche et qui l'illustre bien. C'est une approche, en fait, d'un psychologue qui s'appelle, J.P. Guilford, qui en 1956 a inventé le concept de pensée divergente et pensée convergente. En fait, il a mis en place, en fait, ce concept pour répondre à la façon dont on résout les problèmes. Il réfléchissait à la façon dont on se positionne mentalement pour résoudre les problèmes. Et il en a trouvé 2. Donc la première, c'est la pensée convergente, c'est-à-dire que on va prendre une analyse très linéaire, très systématique, où on a plusieurs options, quelques-unes, on les a filtrées, et en fait on converge, on essaye de converger vers la bonne solution. Donc ça, c'est un peu une approche assez classique qu'on a tous. Et l'autre, c'est l'approche divergente, qui est cette fois-ci de finalement s'ouvrir les chakras, de créer beaucoup de choses, d'explorer les différentes possibilités, d'explorer les différentes idées, de faire beaucoup d'expériences et de privilégier la quantité par rapport à la qualité. Ça, c'est important. Et finalement, au lieu d'opposer ces deux façons de penser, ce que ce psychologue a fait, c'est qu'il a dit pour pouvoir résoudre des problèmes de façon créative, pour pouvoir arriver à la bonne solution, il faut en fait finalement combiner les deux et avoir une première phase dans laquelle on va explorer les idées, on va créer beaucoup de choses, on va faire du volume, et ensuite, finalement, on va passer par une phase d'analyse et là, on va filtrer, on va prendre les décisions, en fait, pour garder le meilleur, le jus, en fait, de ces différentes expériences, de ces différentes idées. Et ça va nous aider à converger vers la solution. Alors, à quoi ça peut nous servir? Comment on peut appliquer ça dans une démarche API? Eh bien, dans une démarche d'initiative API, finalement, si on applique ces concepts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir effectivement 2 ou 3 phases, donc plutôt 3 phases, avec une première phase dans laquelle, en fait, finalement, on va explorer et créer des API. Donc, c'est ce que j'appelle la phase de prolifération. Et donc, cette phase-là, c'est une phase que moi j'adore personnellement, puisque c'est celle-ci où je me fâche avec tous les architectes et tous les urbanistes. Hein, parce que, historiquement, avec les architectures orientées services, on était plutôt sur de la réutilisation, de la factorisation, etc., etc. Là, c'est pas du tout le principe. Là, le principe est de dire, on se repose sur le principe de l'open bar.
C'est-à-dire que c'est ouvert 24 heures sur 24, on sert tout le monde. Et donc c'est super important en fait d'avoir cette mentalité de dire voilà, je crée des choses à la demande, je crée des choses dès qu'elles arrivent. Je n'anticipe pas des besoins, je n'anticipe pas en me disant tiens, ce serait sympa d'avoir un service comme ça, peut-être quelqu'un un jour voudra s'en servir. Non, ça, on ne le fait plus, ou en tout cas, on n'a plus ce mindset-là. Et pour la petite anecdote, lorsque j'étais chez Engie, et il y a 5 ans, lorsqu'on a présenté à l'API Days notre projet, finalement, le projet s'appelait Happy Hour et le logo ressemblait beaucoup au verre de tequila. Donc, on avait vraiment essayé d'incarner, si vous voulez, cette posture différente. Et effectivement, ça fait qu'on discute avec beaucoup de personnes et il y a beaucoup de débats puisqu'ils se disent mais non, on ne peut pas multiplier comme ça les API. Eh bien, moi, je dis que si, on peut en tout cas avoir cette posture-là. Ça veut dire que lorsqu'un métier va venir et nous demander à avoir un accès à des données ou un accès à des informations ou un service, on va lui créer son API. Lorsqu'un autre métier va venir avec une demande presque similaire, on ne va pas réfléchir à factoriser, on crée une nouvelle API. Et ainsi de suite. Et on va multiplier les API comme ça. Et finalement, on va justement commencer à diverger de ce qu'on imaginait qui était un système hyper urbanisé, etc., avec plein de produits. Non, là, on multiplie les expériences, on multiplie les choix, on multiplie les API. Donc là, ça va avoir un phénomène multiplicateur. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette phase? Si on veut être un petit peu plus précis. Donc, la première, c'est qu'il faut absolument créer une fondation technique hyper solide, avec des choix de solutions de gestion d'API, une infrastructure et aussi le monitoring et la supervision. Tout ça doit être mis en place avec en tête le fait qu'on va scaler très rapidement, on va monter en charge très rapidement. Ça, nous, dans des expériences et dans les interviews que j'ai fait sur ces sujets-là, en fait, c'est un peu là où l'anticipation doit être faite, uniquement là d'ailleurs. C'est que si on n'anticipe pas cette phase-là, après on va souffrir pour migrer justement vers des nouvelles infrastructures plus solides. Donc c'est important en fait ici de mettre le paquet. Si on a un sponsor à trouver, c'est pour financer cette fondation technique, parce qu'ensuite on va de toute façon arriver à convaincre, puisque on va très rapidement demander au business et travailler avec le business pour lui faire ses API. Et là, on va avoir une approche business first et à la demande. C'est-à-dire que je crée ce que tu me demandes, je te fais juste ce que tu as besoin, c'est le juste nécessaire. C'est très important puisque cette phase-là, en fait, finalement, dans cette phase-là, on va aussi être en conquête du métier. On va aussi être en phase de séduction. Et donc, si on lui répond avec ce qu'il a demandé, on a finalement atteint le niveau de satisfaction qu'on voulait atteindre, en tout cas au niveau des métiers, qui est entre guillemets notre partenaire sur cette démarche, puisqu'on va créer à la demande. L'autre aspect hyper important, ça va être le co-design. Donc on va co-designer avec le métier, on va collaborer avec eux pour la création des API. Et cette phase-là aussi, ce sujet-là, il est hyper aussi important, puisque finalement, au lieu de monter finalement une organisation à côté pour acculturer, etc., là, on va gagner du temps si on embarque le métier tout de suite dans le design des API. Donc, très important aussi, le co-design. Et alors, j'étais un peu extrême en disant qu'on multiplie, etc., et qu'on ne fait jamais de réutilisation. En réalité, dans cette phase, ce qu'on va apprendre, c'est qu'on va avoir deux grandes typologies d'API. La première, ça va être les API spécifiques, donc celles qui sont à la demande pour le métier, pour ce qui nous a demandé. Et on va quand même avoir quelques API communautaires, donc des core API, qui vont être les API en fait qui vont être réutilisables. Celles-ci sont les API clients, contrats, produits, etc. Celles qui reviennent souvent, parce que finalement, pendant les quelques mois où on va travailler sur cette démarche de prolifération, finalement, on va avoir des patterns. Avec un peu de bon sens, oui, il y a certaines choses qui sont réutilisables, mais c'est pas le focus. Le focus reste sur les API spécifiques. Le mindset reste sur l'API spécifique durant cette phase. Donc le résultat, comme je le disais, c'est qu'on aura un métier content, on aura un métier qui va être impliqué, et on aura un métier qui va comprendre l'utilité des API. Pourquoi? Parce qu'on aura co-designé avec lui, on aura fait à la demande, on aura fait du just enough, donc, et le juste nécessaire pour lui. On adopte ici vraiment une approche business first et valeur. On a apporté de la valeur.
Et c'est pas le tout d'avoir juste un métier comptant, mais c'est juste qu'on aura de la valeur client à prouver. On sera arrivé sur le marché rapidement et on aura permis aussi tout ce qui est partenariat, tout ce qui est connexion avec le monde extérieur. Là, c'est des choses qu'on aura sécurisées et facilitées. Ensuite, on va arriver dans les 2 autres phases, donc la deuxième phase qui est le refining. Donc là, maintenant qu'on a atteint un niveau en fait assez conséquent d'API, on va avoir plein de choses. On va pouvoir commencer à un peu classifier, catégoriser nos API. Et ça, on va le faire parce que dans un premier temps, comme on aura mis le monitoring, la supervision, on aura tous les outils nécessaires pour pouvoir faire l'analyse, et on va pouvoir justement cartographier nos API, on va pouvoir savoir identifier quels sont les consommateurs, les utilisateurs, qui utilisent bien, qui utilisent moins bien, qui n'utilisent pas, etc. Qui a accès. Et tout ça, en fait, on va pouvoir justement pointer du doigt les quelques API, par exemple celles qui ne sont pas utilisées, par exemple celles qui sont insécurisées, celles qui sont à dupliquer vers l'extérieur, etc. Donc ça, c'est un premier travail dans cette phase-là. Là, on commence à avoir justement un niveau pointu d'analyse et aussi de classification. Et cette classification, en fait, on peut aussi faire une classification métier, puisqu'on va commencer à identifier des patterns d'API qui appartiennent toutes au même domaine métier. Par exemple, on va se dire, tiens, j'ai 5 ou 6 API qui sont au domaine de vente. J'ai 7 API qui sont sur le domaine production, etc. Et donc, je vais pouvoir aller voir le métier en lui disant, tu sais que dans ton domaine, tu as un petit portefeuille d'API. Ce serait pas mal que tu t'en occupes. Ce serait pas mal que tu sois responsable. Ce serait pas mal que tu deviennes un API owner ou en tout cas un ambassadeur de ces API-là. Puisque maintenant tu as en fait des utilisateurs de ta donnée, tu sais exactement en fait ce qu'on en fait. Et on va aussi en fait discuter avec ce même métier pour se dire tiens, ce serait aussi sympa de combiner quelques API. Est-ce que ce serait pas intéressant de créer une API sur la base des autres? Est-ce que c'est pas intéressant d'en faire une nouvelle, etc. Donc ça, c'est aussi un autre travail à faire. Et donc dans cette phase-là, on va recommencer à avoir un focus un petit peu plus communautaire, puisqu'on va se dire, voilà, là, on va privilégier un peu de réutilisabilité, même si on continue à faire des API spécifiques, en fonction des besoins qui arrivent. Mais là, maintenant, on commence à shifter un petit peu sur de l'API communautaire, puisqu'on a atteint ce niveau de maturité-là. Et donc, comme je le disais, le résultat un peu de cette phase, c'est qu'on va commencer aussi à poser une gouvernance. Une gouvernance tant sur la partie techno, sur la partie technique, que sur la partie business. Sur la partie technique, on va être en capacité ici, dans cette phase, de déléguer la création d'API dans d'autres équipes, dans des équipes agiles, des équipes de dev. On peut les déléguer puisqu'on a les règles, on a une classification, on a défini tout ce qui est design, les règles de design, etc., la gestion des erreurs, etc. On a tout défini, donc on est capable un peu de déléguer un peu la création d'API, et on est capable aussi de déléguer côté business le design de certaines API. Donc, on ouvre cette discussion-là, et donc, on est en posture de gouvernance. La dernière phase, qui est donc la phase, en fait, qui est celle où on converge vers ce qu'on voulait atteindre, finalement, on a un catalogue d'API, on a un certain niveau de maturité, que ce soit des équipes techniques ou que ce soit des équipes business. Et donc, se pose la question de, OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, vers où on peut aller maintenant? Alors maintenant, on entre dans un monde de plateformisation ou d'écosystème des entreprises. En fait, on a besoin que les entreprises dialoguent entre elles. On veut faciliter ça. Alors, il y a certaines industries dans lesquelles c'est déjà le cas, et il y en a d'autres qui tardent un petit peu, ou en tout cas, il y a des entreprises, certains types d'entreprises qui tardent un petit peu. Et donc, du coup, on va voir apparaître la notion de productisation d'API. Alors, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de littérature sur qu'est-ce que c'est qu'un produit d'API. Je vais rester simple et ce que je veux dire, c'est que ce sont des API d'entreprise. C'est les API finalement auxquels on va avoir une documentation hyper léchée, des tutoriels, de l'automatisation, une promotion, un marketing autour de ces API-là parce que c'est celles qu'on estime avoir une valeur pour l'entreprise ou fournir de la valeur pour d'autres entreprises. Donc, c'est ce que j'appelle une API produit. Alors, parfois, ça peut être une API hyper simple, finalement, qu'on va transformer en API produit ou qu'on va identifier en API produit. Parfois, ça peut être une combinaison d'une API. Et parfois, ça peut être une nouvelle API qu'on va faire directement en mode produit puisqu'on aura identifié un besoin ou en tout cas un use case qui s'y prête. Et alors là, euh,
il faut absolument et toujours, bien entendu, avoir le métier à côté de nous parce que pour le coup, c'est le métier qui vend les produits de l'entreprise. Mais on a aussi cette notion où on va mettre en place les outils, on va mettre en place la vitrine pour que on puisse vendre ces API. Et donc là, encore une fois, le programme API, il a la responsabilité de transformer son catalogue, son portail, qui était très sympa pour les développeurs et pour l'interne, à quelque chose qui va être à destination d'une population interne, technique ou business, d'une population partenaire à notre entreprise et d'une population d'entreprises aussi, d'écosystèmes, avec d'autres entreprises qui sont finalement un grand partenariat ou des filiales, etc. On va pouvoir justement publiciter nos API, nos produits d'API dans cette marketplace. Et donc, il faut l'animer, etc. Et alors là, le focus, finalement, il commence à shifter vers un focus d'entreprise, d'API, d'écosystème aussi. J'ai entendu parler d'API d'écosystème. Je préfère le terme d'entreprise puisque c'est un produit de la boîte. Et là, effectivement, on va pouvoir justement proposer des interfaces pour accéder à des ressources de notre entreprise. Cette façon de proposer des interfaces, elle est sécurisée, bien entendu. Hein, c'est pas là pour le coup, on n'est pas dans de l'open bar, mais en tout cas, on est dans quelque chose, en tout cas, de beaucoup plus ouvert vers l'extérieur. Ça, c'est un peu donc la vision. On voit bien donc au départ, phase 1 et 2, on a divergé, on a analysé, et là, phase 3, on va vers la cible, vers notre Graal. Finalement, on peut se dire qu'on a atteint notre objectif, ou en tout cas, on a atteint une première grande phase de notre objectif d'initiative d'API. Alors, ça se passe pas en quelques mois, ça se passe plutôt en quelques années, hein, donc c'est quand même une journée, c'est quand même un vrai chemin. Et il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qui arrivent, mais globalement, peu importe la techno et l'évolution dans laquelle on peut s'inscrire dans ce type de mindset et ce type de démarche. Et j'entendais aussi dans différents talks et dans différentes présentations que aujourd'hui aussi, il y a l'IA qui commence à pointer son doigt, son nez d'ailleurs, et qui commence à justement vouloir avoir un impact sur le catalogue, sur la marketplace, sur notre initiative API. Et donc là, ce que je recommande finalement, parce que c'est un cycle, c'est de repartir dans une phase d'exploration et de voir avec l'IA ce qu'on peut faire. J'entendais la dernière fois un use case qui était sur la base des API de mon catalogue, de ma marketplace, on a une IA qui est capable de créer ou de designer des API d'elle-même, en fonction de ce qu'on va lui demander, etc. Donc, ou de proposer des choses. Donc, je trouve ça hyper intéressant, un peu dangereux aussi. Mais dans tous les cas, je pense que c'est des choses qu'il faut explorer. Et donc, voilà, on a quand même un nouvel horizon, quelque chose à atteindre de plus. Et alors, avant de finir, je voulais absolument parler et rendre hommage à le rôle clé qui est le rôle de l'API Owner ou l'API Product Manager ou l'API Manager. C'est vraiment la personne qui va, on va dire, lancer et driver cette initiative API. Donc, c'est pas un tech lead API, c'est pas un architecte d'entreprise, c'est pas un architecte technique et c'est pas un sponsor business. C'est vraiment une personne qui va être identifiée comme étant le leader sur l'initiative API. C'est lui qui va orchestrer l'équipe technique, l'équipe d'API, lead, de tech lead. C'est lui qui va discuter avec les métiers pour pouvoir designer et prendre en compte leurs besoins, etc. Et c'est lui qui va aussi être l'interface avec les différents partenaires, etc. Donc, il a vraiment un rôle hyper transverse, hyper fondateur et fondamental. Il va vraiment poser les briques, définir les règles, faire la promotion, etc., de l'APIisation et de vos programmes API. Donc c'est un rôle, vraiment, c'est quelqu'un à bichonner. Effectivement, je tenais à lui rendre hommage, c'est pour ça que j'ai mis l'image de Néo, hein, pour les fans, certains reconnaîtront. Durant ces différentes phases, les 3 phases, je voulais juste poser l'évolution de ce rôle. Et donc très rapidement, dans la phase 1, il va avoir un rôle de gardien du temps, de garant. Hein. C'est lui qui pose les règles, c'est lui qui définit les règles d'utilisation, de sécurisation, etc. C'est lui qui définit le processus pour créer les API, pour prendre en compte une demande. Donc c'est vraiment lui qui va finalement organiser la prolifération. Parce que c'est une prolifération open bar, mais c'est un peu contrôlé quand même. On n'est pas non plus, je veux dire, on manipule de l'argent.
Ensuite, en phase 2, il va plutôt avoir une posture d'évangéliste. Il va avoir une posture finalement de faire monter en compétence un peu tout le monde dans l'entreprise, de faire atterrir une gouvernance, ou en tout cas de tenter de faire une gouvernance. Donc il va avoir l'opportunité, lui, là où les gouvernances data ont un petit peu peiné, lui, il va pouvoir proposer une gouvernance liée à l'API, donc au mouvement de l'information. Donc, il va avoir ce rôle-là, il va identifier des ambassadeurs techniques et des ambassadeurs métiers. Donc, il va avoir cette posture plutôt maintenant de création d'un réseau. C'est pour ça que j'appelle l'évangéliste. Et puis, en dernière phase, il va avoir une posture plutôt de vendeur et de promoteur. Donc, maintenant qu'il a sa vitrine, il a son site e-commerce d'API, il va être en capacité donc maintenant de promouvoir l'utilisation, d'être l'interface avec les entreprises externes, d'être l'interface avec les partenaires et même en interne de promouvoir un peu les démarches API, de promouvoir l'utilisation, etc. des API. Parce que lorsqu'on a une marketplace, l'objectif c'est quand même que le produit soit vendu. Alors, même s'il est gratuit, il est vendu. Et donc, ce rôle-là, comme je le disais, pour finir, vraiment à bichonner, très important. La plupart des démarches API qui ont du mal, c'est parce qu'elles n'ont pas bien identifié ce rôle, ou en tout cas, le rôle n'est pas là. Mais je tiens à saluer en tout cas ceux qui ont ce job-là, parce que c'est un job hyper compliqué. Il demande de faire un grand écart incroyable entre la technique, qui est vraiment technique pour le coup, et le métier, peut être très métier. Donc voilà, donc et bien pour finir, je vais vous laisser sur 2 citations, de Mehdi, 2 prédictions de Mehdi. Il avait fait 22 prédictions justement, lors d'un talk et je pense qu'on peut aussi les voir sur LinkedIn. J'ai pris les 2 qui finalement représentaient, la discussion du jour. Donc la première, c'est que d'ici 2030, les entreprises du Fortune 100 auront plus d'API que d'employés. Alors celle-là, elle est quand même assez elle est bold comme, prédiction, parce que ça fait beaucoup d'API. Mais ça veut dire qu'on est vraiment dans la prolifération, c'est-à-dire on ne s'empêche pas de créer des API. Ce n'est pas grave d'avoir des API qui se ressemblent. D'accord. Vaut mieux 2 API qui se ressemblent et qui remontent juste ce qu'il faut, qu'une grosse API qui essaye de tout remonter et qui balade toutes les informations. Et peu importe si on filtre, etc., je pense que ça reste quand même un petit peu plus green d'avoir une API qui remonte juste les informations qu'elle veut. La deuxième citation, c'est que d'ici 2030, on verra apparaître le rôle de Chief API Officer dans certaines grandes entreprises. Et ça, c'est vraiment l'évolution finale, hein. C'est vraiment le stade ultime pour le rôle de l'API Owner, le Chief API Officer. Maintenant, il va devenir quelqu'un qui gère un produit de l'entreprise et quelqu'un qui va être l'interface dans un écosystème d'entreprise. Donc, ça reste hyper important d'avoir ce rôle. Encore une fois, je tiens à appuyer dessus. Et voilà, donc je tenais à vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je suis totalement ouvert à la discussion. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit après le talk ou directement sur mon email professionnel. Il est assez simple à retenir, ou sur LinkedIn. Voilà, je suis ouvert à la discussion. Merci beaucoup. Au revoir.